Les remakes en live action. Peut-être faites-vous partie de la team qui apprécie voir leurs dessins animés d'enfance réadaptés avec des techniques modernes, ou peut-être que comme moi vous trouvez ça absolument inutile. Mais s'il y a bien un remake qui a fait un échec unanime, c'est le Blanche-Neige de 2025. Entre les polémiques sur le casting, les changements faits sur l'histoire et les nains en CGI, ce film n'a pas reçu un accueil très chaleureux. Mais aujourd'hui on va faire un effort, on va être le plus objectif possible en analysant et en comparant le film d'animation Blanche-Neige sorti en 1937 avec son remake live sorti en 2025. Que ça soit l'histoire, la beauté des images, les chansons, les personnages, on va plonger dans ces deux films et les comparer en profondeur sur tous les critères possibles. Est-ce qu'une version réussit mieux certaines choses que l'autre? Est-ce qu'une version a fait des moins bons choix que l'autre? Quelle est objectivement la meilleure version des deux? Vous êtes sur la chaîne de CEO et aujourd'hui on va répondre à toutes ces questions dans ce nouveau format animation versus live action. Avant de comparer point par point chaque élément important de l'univers de Blanche-Neige, faisons les choses dans l'ordre et commençons par l'histoire. Le film d'animation original ayant presque 100 ans, Disney s'est dit qu'il fallait un peu dépoussiérer tout ça en changeant 2-3 choses dans l'histoire. Ainsi, l'introduction des deux films est déjà assez différente. Dans le film original, on découvre une Blanche-Neige couverte de haillons, esclave au service de sa belle-mère, la méchante reine. Elle est présentée comme une princesse, ce qui implique que son père était le roi, mais on n'entend jamais parler de ses parents. On imagine donc qu'ils sont tous les deux morts. Dans la version de 2025, Disney va en profiter pour développer un peu la backstory de Blanche-Neige. On apprend donc que la princesse a été élevée par des parents aimants, mais sa mère est morte d'une maladie quand elle n'était encore qu'une enfant. Par la suite, son père s'est remarié avec une femme parce qu'il l'a trouvée jolie et qu'en plus elle savait faire de la magie. Nice. Pour prendre pleinement le contrôle du royaume, la nouvelle reine a trouvé un moyen d'envoyer le roi ailleurs. Elle lui a signalé qu'une menace arrivait du royaume du sud, obligeant le roi à partir pour défendre son peuple. Un voyage duquel il ne reviendra jamais. On a alors une ellipse de quelques années et nous voilà au même point de départ que le film d'animation. Bon, cette introduction un peu plus précise, ça paraissait être une bonne idée sur le papier. On sait un peu mieux d'où Blanche-Neige tient sa personnalité, comment la méchante reine a pris le pouvoir et surtout où sont passés ses parents. D'ailleurs, on en saura même un peu plus sur le sort du père plus tard dans le film. Maintenant, on va être honnête, cette nouvelle intro, elle n'est pas non plus ultra originale. On a les réponses aux questions qu'on pouvait se poser au début du film d'animation, mais c'est vraiment le premier scénario classique qu'on imagine. Il n'y a pas vraiment de surprise. Donc un ajout appréciable, mais dispensable. On reprend l'histoire et un autre changement arrive tout de suite avec le prince. Dans le film d'animation, Blanche-Neige chante ses rêves d'amour devant le puits avant d'être rejoint par un prince qui l'a entendu. Instantanément, les deux personnages tombent amoureux l'un de l'autre. Bien sûr, avec notre vision d'aujourd'hui, le film a un peu vieilli sur cet aspect-là. L'archétype de la princesse qui attend son amour et son prince qui sort de nulle part de la manière la plus gratuite possible, on peut faire mieux. Disney a donc fait évoluer un peu ce concept dans l'adaptation de 2025. On oublie le prince, ici le love interest de Blanche-Neige s'appellera Jonathan et ça sera un voleur. Pour leur première rencontre, la jeune fille le surprend en train de voler des pommes de terre. Un geste qu'il justifie du fait que ni la reine ni la princesse ne font quoi que ce soit pour aider le peuple qui crève de faim. Ainsi, les deux personnages ne vont pas tomber amoureux dès leur première rencontre, même si, évidemment, on se doute que ça ne va pas s'arrêter là. Après ça, on a quelques autres scènes rajoutées dans lesquelles ce fameux Jonathan se fait choper par le chasseur. Il comprend alors que la jeune fille qu'il a précédemment vue c'était la princesse, il se fait attacher en dehors du château, mais Blanche-Neige le libère et cette fois il y a clairement un début d'attirance entre les deux. Pour le coup, je pense que c'est un bon changement. Le prince c'est sûrement le personnage le moins solide du film original, on ne sait quasiment rien de lui, pas même son nom, donc ça demandait pas grand chose pour le rendre un peu plus intéressant. À partir de là, le déroulé du film va être globalement le même. Le miroir apprend à la méchante reine qu'elle n'est pas la plus belle puisque c'est Blanche-Neige, la reine l'envoie donc cueillir des pommes en compagnie du chasseur, dans la version originale elle cueille des fleurs, le chasseur a reçu la mission d'assassiner Blanche-Neige et de ramener son cœur à la reine, mais une fois devant elle, il ne peut se résoudre à tuer une jeune fille sans défense. Il lui indique donc que la reine est maléfique et qu'il faut qu'elle fuit de toute urgence dans la forêt. Pour la version live, le chasseur lui glisse au passage que la reine a menti sur le sort de son père. Blanche-Neige traverse alors la forêt, on reparlera des décors plus tard, les animaux la rejoignent et l'amènent à une petite maison. Dans le film original, c'est elle qui toque à la porte avant d'entrer, dans le live action, ce sont les animaux qui lui ouvrent la porte à sa place. Blanche-Neige est donc un peu plus invitée à rentrer que dans l'animation. Ensuite, on retrouve les mêmes scènes mais dans un ordre différent. Blanche-Neige va se coucher en remarquant la petite taille des lits qui lui laisse penser que ce sont des enfants qui vivent ici. On découvre alors les 7 nains en train de s'affairer à la mine. Vous en faites pas, on parlera de leur cas en profondeur aussi. Après avoir miné leurs pierres précieuses, ils retournent donc chez eux et découvrent une intruse dans leur lit. Ils acceptent finalement de la laisser passer la nuit et c'est là où l'ordre des événements a été pas mal changé. Parce qu'avant que cette nuit arrive, dans le film original, il se passe plusieurs scènes. Des scènes qui dans le live action se déroulent après la nuit. On a d'abord le moment où Blanche-Neige fait le nettoyage et le rangement avec les animaux tout en chantant. Elle n'a à ce moment-là pas encore rencontrer les habitants de ce lieu et elle fait ça en se disant que ça jouera en sa faveur pour se faire héberger. C'est certainement l'une des scènes les plus satisfaisantes à voir d'ailleurs. Et bien dans la version live, vu que ça se passe le lendemain, les nains participent aussi au ménage. Parce que l'image de la femme a évolué et en 2025, on veut casser les clichés patriarcaux de La place de la femme, c'est la cuisine.
Donc un changement bienvenu mais qui modifie quand même le personnage de Blanche-Neige en la rendant un peu plus directive. Cette scène elle sert aussi à mélanger le moment où les nains jouent de la musique. C'était une vraie scène déjantée dans le film d'animation, là il ne reste plus que quelques coups de plumeau sur le piano, c'est un peu dommage. L'autre changement notable c'est que dans le live action, Blanche-Neige passe plus de temps avec Simplet. Elle l'aide à prendre plus confiance en lui et elle lui apprend notamment à siffler. Bon c'est mignon mais du coup on sacrifie un peu le lien intéressant que Blanche-Neige tissait avec Grincheux. On perd par exemple le fameux bisou qui rend Grincheux tout confus. L'autre scène qui est complètement passée à la trappe, c'est celle où Blanche-Neige demandait à tous les nains d'aller se laver. Bon niveau histoire c'est sûr que ça n'apportait pas grand chose, c'était surtout une scène humoristique. Pareil pour la scène où Blanche-Neige chante Un jour mon prince viendra, la chanson a été retirée du remake. En fait en revoyant le film original, je me suis rendu compte qu'il se passe vraiment une grande partie du film avec les nains, ce qui explique sûrement pourquoi les 7 nains sont présents dans le titre du film. Dans le remake qui s'appelle d'ailleurs juste Blanche-Neige, toutes les scènes avec eux ont été écourtées, et en sachant que le remake dure une demi-heure de plus, ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de nouveautés. C'est là qu'on va trouver les principaux changements et qu'on va pouvoir analyser s'ils sont pertinents ou pas. On reprend le fil de l'histoire, la reine apprend que le chasseur ne lui a pas obéi et que Blanche-Neige est en vie, et alors là on a un changement qui me laisse dubitatif. Dans le film d'animation, le chasseur avait placé un cœur de cochon dans la boîte, pour bien sûr tromper la reine. Bon dans la VF ils disent un cœur de biche, bref un cœur d'animal quoi. Mais dans le remake, le chasseur a mis dans la boîte une pomme. Alors j'imagine que c'est pour justifier l'idée de la reine d'empoisonner une pomme par la suite, mais on va être honnête, ça rend le personnage du chasseur beaucoup plus con. Y a aucun monde où tu te dis que juste le poids de la pomme va suffire à créer l'illusion, c'est évident que la reine va ouvrir la boîte. Bref, on a ensuite tout un segment qui a été rajouté dans le remake. La reine envoie ses soldats chercher Blanche-Neige, de son côté elle part traverser la forêt à la recherche de son père, mais elle tombe sur Jonathan. C'est donc l'occasion d'étoffer un peu le lien entre les deux personnages, tout en taclant le stéréotype du prince sauveur. I was hoping you might know something. Oh, of course. Princesses are always waiting for a prince to show up or a king to come back. Blanche-Neige rencontre alors le groupe de bandits de Jonathan avec parmi eux un nain, un vrai. Alors les nains en CGI on aime ou on n'aime pas, mais d'avoir également 7 acteurs nains présents dans le film, là on sent qu'il a vraiment été embauché juste histoire de montrer que Disney pense quand même à eux. En soi pour moi ça ne doit pas rentrer en ligne de compte pour juger de la qualité du film, mais l'ironie de la situation est assez évidente. Les soldats de la reine tombent ensuite sur le groupe de Jonathan, dans un premier temps ils vont réussir à les semer, mais un des soldats les rattrape et Jonathan va se prendre une flèche en protégeant Blanche-Neige. Le groupe se rend alors chez les nains pour que Jonathan se fasse guérir par Prof. Oui, dans cette version, Prof qui s'appelle Doc en VO, il a vraiment des compétences de docteur. Une fois Jonathan remis sur pied, le groupe fait la fiesta, c'est une manière de retrouver plus ou moins la scène des nains qui jouaient de la musique, même si elle n'a pas grand chose à voir. S'ensuit une chanson de Blanche-Neige et Jonathan à la fin de laquelle ils tombent clairement amoureux. Après ça, les bandits repartent en forêt pour éloigner les soldats de Blanche-Neige, mais aussitôt parti, Jonathan tombe dans un piège. Le voilà donc de retour au château face à la reine, elle comprend qu'il était avec Blanche-Neige et elle sait maintenant où elle se trouve. À partir d'ici, on rejoint à nouveau la trame du film original. La reine boit une potion pour se transformer en vilaine sorcière, elle prépare une pomme empoisonnée dont la malédiction ne pourra être brisée que par un vrai baiser d'amour, elle va à la rencontre de Blanche-Neige pendant que les nains sont partis et elle lui propose sa pomme. Là aussi, il y a un petit changement intéressant dans ce que dit la sorcière pour motiver Blanche-Neige à croquer la pomme. Dans le film original, elle lui dit qu'un seul croc suffit pour exaucer n'importe quel vœu. Mais dans le remake, la sorcière explique que la pomme lui rappelle la générosité du père de Blanche-Neige qui donnait à manger à son peuple, et ainsi que la princesse devrait croquer dans cette pomme pour lui rendre hommage. For your father. Et oui, comme ils ont rendu Blanche-Neige moins naïve et plus entreprenante, ils n'ont pas pu garder l'histoire de la pomme qui exauce des vœux. Ça aurait été trop dur à croire pour cette version de Blanche-Neige. Et du coup, on se retrouve avec une justification tirée par les cheveux pour quand même faire en sorte que Blanche-Neige croque dans cette foutue pomme. Vous voyez, quand un scénario est bien écrit, les événements clés sont censés arriver de manière fluide, pas forcée. Mais le problème que pose un remake et qui est flagrant ici, c'est qu'ils doivent à la fois respecter les événements importants de l'histoire, et au moindre changement opéré, ça peut vite devenir compliqué de raccrocher les wagons. Bref, Blanche-Neige croque donc dans la pomme et elle tombe raide morte. Dans le remake, c'est à ce moment-là que la sorcière lui confirme qu'elle a fait tuer son père. Les nains qui ont été prévenus par les animaux reviennent à toute allure vers leur maison, et là aussi changement qui va affecter toute la suite. Dans le film original, Grincheux aperçoit la sorcière qui s'enfuit et il se met à la pourchasser avec les autres nains. La sorcière se retrouve piégée en haut d'une falaise, elle tente alors de faire tomber un énorme rocher sur les nains, mais un éclair frappe à ses pieds, détruisant son support et la condamnant à une chute fatale. Son cadavre n'est pas montré, mais on le comprend symboliquement grâce aux vautours qui plongent lentement à sa rencontre. Des vautours qui ne font que passer une tête dans le remake, puisque dans celui-ci, la sorcière a le temps de rentrer au château avant même d'être vue par les nains, ce qui fait que les nains tombent tout de suite sur le cadavre de Blanche-Neige. Ça explique d'ailleurs pourquoi ils ont choisi de la faire mourir dehors là où dans l'animation, elle mourrait à l'intérieur de la maison. Si on reste dans le film d'animation, c'est seulement après la mort de la sorcière qu'on peut voir les nains pleurer autour de la princesse allongée sur son lit de mort.
On approche de la fin du film et pour le coup, le remake a choisi de la réinventer complètement. Les nains sont donc en deuil, ils déposent des fleurs autour de la princesse. Dans l'animation, ils lui ont construit un beau cercueil doré. Dans la version live, pas de cercueil. Sûrement une volonté de ne pas trop appuyer le côté cadavre, j'imagine. Le prince / Jonathan se ramène à ce moment-là. Pour ce dernier, on nous a bien sûr rajouté une scène d'évasion du château aidé par le chasseur. L'homme s'approche donc de Blanche-Neige et lui délivre un baiser. La différence intentionnelle du remake ici, c'est que ce baiser apparaît un peu plus comme consenti, puisque le film a pris le temps de construire la relation entre les deux personnages. Dans l'animation, on peut dire que le prince se permet d'embrasser une fille qu'il n'a vue littéralement qu'une seule fois. Le sort de la pomme empoisonnée est brisé, Blanche-Neige se réveille et c'est là que se conclut le film d'animation. Le prince emmène Blanche-Neige avec lui dans son château et à l'écran apparaît la phrase « Ils vécurent heureux pour toujours ». Fin. Mais pour le live action, il reste encore une trentaine de minutes. Alors on va faire bref, qu'est-ce qui se passe dans cette nouvelle conclusion? Blanche-Neige et toute sa troupe retournent au royaume pour renverser le règne de la méchante reine, mais une fois face à elle, la reine lui donne l'occasion de la tuer. If you want the throne, take it. Comme elle l'a prévu, Blanche-Neige en est incapable. La reine ordonne alors à un garde d'assassiner la princesse devant tous les habitants du royaume. Mais à ce moment-là, Blanche-Neige montre qu'elle se rappelle des prénoms et des anciens métiers de chacun des gardes. You were a farmer. Ce qui les touche profondément et les pousse à déposer les armes. La reine se retrouve donc toute seule, elle part bouder dans la salle du miroir en espérant qu'il la rassure. Mais malheureusement, il ne peut dire que la vérité, à savoir, Blanche-Neige sera toujours plus belle qu'elle puisque sa beauté n'est pas juste une apparence, elle vient de son fort intérieur. La reine, enragée, brise alors le miroir, ce qui a pour effet de l'aspirer à l'intérieur de celui-ci. Blanche-Neige devient donc la nouvelle reine du royaume. Fin. Alors cette nouvelle conclusion, il est clair qu'elle achève l'histoire de manière plus précise que le film original. Maintenant, j'ai toujours la même question qui me revient, est-ce que c'était nécessaire ? Pas vraiment, parce que qu'est-ce que cette conclusion apporte de plus que l'animation finalement? Bon, elle rend le personnage de Blanche-Neige encore plus gentil, encore plus aimé par le peuple, et c'est à peu près tout. La nouvelle mort de la reine est plutôt stylée, mais à mes yeux ça ne vaut pas la symbolique de sa mort dans le film d'animation. Elle qui a toujours voulu vivre en étant la plus belle sur Terre, elle meurt en étant la plus laide. Ça claque un peu plus quand même. Bon, on a comparé le déroulé de l'histoire au complet, il est temps de passer à la deuxième partie de la vidéo. Voyons maintenant chaque point important de l'univers de Blanche-Neige pour analyser la différence de traitement entre les deux versions. On va y aller du plus au moins important, et le premier élément important de Blanche-Neige, eh bien c'est Blanche-Neige elle-même. Bon, je préviens, je vais passer sur les polémiques concernant la couleur de peau de l'actrice. Pour moi, à partir du moment où ça n'a pas d'impact dans l'histoire, ça n'est pas un sujet. Quant au nom de Blanche-Neige, il est justifié dans le live par le fait qu'elle soit née un jour de tempête de neige. Bref, tout ça c'est pas important, nous les sujets qui nous intéressent ici, c'est est-ce que le personnage a été changé en profondeur? Est-ce que sa personnalité ou ses motivations ont été modifiées? Fondamentalement, Blanche-Neige se caractérise par sa gentillesse, son optimisme, sa naïveté et bien sûr sa beauté. En soi, c'est un personnage plutôt lisse qui n'a pas vraiment d'aspérité, un personnage qui n'est, disons-le, pas super intéressant. En même temps, bon, c'est la toute première princesse Disney, fallait bien commencer quelque part. Pour le remake, les grandes lignes ont été respectées. On a une Blanche-Neige gentille qui souhaite le bonheur et l'égalité pour tout son peuple. Même si elle est un peu moins naïve, elle a toujours une part de naïveté puisqu'au début du film, elle ne se rend pas compte que la reine est délibérément méchante. La principale différence de cette nouvelle Blanche-Neige, c'est son côté beaucoup plus entreprenante. Elle exprime son désaccord avec les décisions de la reine, elle décide de libérer Jonathan et elle montre son courage à plusieurs reprises. Elle est par exemple prête à se battre contre les gardes aux côtés de Jonathan, elle n'a pas peur de partir en forêt pour aller chercher son père, et elle n'hésite pas à se présenter seule devant celle qu'il a précédemment assassinée. Dans le film d'animation, la seule prise d'initiative qu'elle avait, c'était de faire le ménage chez les nains et de leur dire d'aller se laver, grosso modo. Cette nouvelle Blanche-Neige est également moins tournée vers la recherche de l'amour. Dans le film d'animation, c'était vraiment sa motivation principale. Dans le remake, l'amour lui tombe dessus un peu par hasard, mais sa priorité c'est plutôt de retrouver son père et restaurer la paix dans le royaume. Au niveau de l'acting de Rachel Zegler, pour moi, ça fait le taf. On n'est pas sur une performance impressionnante, mais elle a réussi à insuffler une certaine subtilité au personnage. Elle l'a rendu un peu plus profond, ce qui, soyons honnêtes, n'était pas très difficile. Pour conclure sur le personnage de Blanche-Neige, il est temps de sortir ma petite échelle. Comme vous pouvez le voir, ça va de l'adaptation désastreuse à, au contraire, celle qui nous surprend. Et pour Blanche-Neige, je pense qu'on est sur une légère amélioration. Étant donné les polémiques autour de l'actrice, je m'attends à ce que pas mal de gens ne soient pas d'accord avec ce choix, mais pour moi, en prenant en compte tout ce qu'on a vu, on a un personnage un peu plus intéressant. Qu'en est-il de la méchante reine maintenant, le deuxième personnage le plus important de Blanche-Neige? La méchante reine, elle se caractérise par son côté froid, impitoyable et par son obsession d'être la plus belle. Elle est très orgueilleuse et peut donc se montrer jalouse si quelqu'un remet en question sa beauté. C'est pas non plus un personnage d'une grande complexité, mais son caractère tranché et son élégance lui donnent quand même un certain impact. Pour le coup, la reine, c'est sûrement le personnage qui a été le moins modifié du remake. Mais il y a quand même une différence notable, c'est qu'on a des scènes où la reine interagit avec Blanche-Neige. Il faut réaliser que dans le film d'animation, avant le moment où elle arrive transformée en sorcière, on n'a aucun échange entre Blanche-Neige et la reine. Ça garde
gardent ainsi leur relation distante et ça maintient une certaine tension jusqu'à la première confrontation avec la sorcière. Dans le remake, ils ont plutôt choisi de montrer la relation entre les deux personnages, avec une discussion qui met en évidence que les deux femmes ne peuvent se comprendre tant elles sont fondamentalement différentes. En soi, rajouter des dialogues entre ces personnages, ça pouvait être une bonne idée, mais je pense qu'ils n'ont pas assez creusé la relation pour que ça apporte vraiment quelque chose. En plus de ça, le remake rajoute aussi des chansons à la reine. Par rapport aux rares interventions qu'elle avait dans l'animation, de la voir ici chanter et danser, ça la rend tout de suite moins mystérieuse et ça casse un peu son côté menaçant. C'est un peu trop théâtral et le jeu d'acteur de Gal Gadot est lui aussi trop extravagant. Ce qui est marrant, c'est que du coup ils ont réussi à la rendre plus cartoon que dans l'animation. Pour un personnage qui se veut imposant et flippant, ça la fout un peu mal. On va quand même souligner que sa transformation en sorcière est plutôt bien faite, la transition entre ces deux apparences est bien soignée, mais là aussi son design, du moins son make-up, aurait pu être plus poussé. Là c'est grosso modo une vieille pas jolie. Ils auraient pu la rendre, je pense, un peu plus monstrueuse. Quand on les compare, la version animée a clairement un design plus impactant. On ressort donc notre petite échelle et vous me voyez venir, la reine du remake est pour moi un moins bon personnage que celle de l'animation. C'est pas un désastre puisqu'on est à peu près sur le même personnage, mais je trouve qu'il y a plusieurs changements qui la rendent juste moins crédible dans son rôle. Et là, on arrive au sujet des 7 nains. On l'a déjà dit, dans le film original, c'est limite eux qui occupent le plus de temps d'écran. Ils sont surtout là pour apporter des scènes comiques et contrebalancer un peu la trame plus dramatique entre Blanche-Neige et la reine. Côté personnalité, c'est pas compliqué, ils ont tous le caractère décrit par leur prénom, à ce niveau-là, on ne fait pas plus simple. Bien sûr, dans les moments plus tristes, on pourra les voir quand même sortir de leurs stéréotypes. Ça reste quand même des individus capables d'avoir des émotions. Alors je vous le dis tout de suite, je pense que le choix de ne pas avoir pris des vrais acteurs atteints de nanisme, ça se défend. Parce qu'au-delà d'être appelés des nains, c'est avant tout des créatures fantastiques de la forêt. Donc en les mettant en CGI, ils tranchent pas mal avec les vrais humains et ça renforce leur côté un peu magique. D'ailleurs, une invention du remake qui va aussi dans ce sens, c'est que les nains ont le pouvoir d'allumer leurs mains. Ils font ainsi briller les diamants sous la terre pour les trouver plus facilement. Maintenant, même si on comprend le choix de la CGI, parlons de leur design et la façon dont ils sont animés. Et pour moi, c'est là que ça pêche. Honnêtement, ces 7 nains version 2025, ils sont pas complètement ratés. On voit que leurs designs sont réfléchis pour être à la fois proches des originaux et toujours bien caractérisés. Mais le fait qu'ils soient très réalistes, ça les rend moins attrayants visuellement parlant. C'est dur d'exprimer exactement mon ressenti, mais quand on compare, y a pas photo. Dans le film d'animation, toutes les actions et tous les déplacements des nains sont beaucoup plus vivants et fluides. Là, comme ils restent dans un cadre très réaliste, ça manque de folie et ça devient une vraie contrainte pour leur chorégraphie. Mais ça, c'est un problème récurrent dans les adaptations en live action. Il y a une magie propre à l'animation que l'on n'arrive pas à reproduire avec des effets spéciaux réalistes. Pour finir sur les nains, il faut aussi rappeler que le remake donne beaucoup plus d'importance à Simplet et un peu moins à Grincheux. Bon ça, pourquoi pas à la limite, mais il y a un changement qui à mon sens est rédhibitoire, ils ont fait parler Simplet. We're not afraid. Don't be. Not anymore. On apprend même à la fin du film qu'il est en fait le narrateur de l'histoire. Ça pour moi c'est vraiment dommage. À la limite, si ça avait été amené en mode il essaye de formuler ses premières phrases, ça pouvait s'envisager. Mais là il se met à parler d'un coup, un peu de nulle part, c'est pas spécialement touchant et ça enlève une des plus grandes spécificités du nain qui était un peu le plus unique du lot. Non ça désolé, c'est vraiment raté. En prenant en compte tout ce qu'on vient de voir, les nains je les place aussi en moins bien. La proposition de ce remake elle tient la route, ces nains en CGI ils sont pas choquants non plus, mais on ne retrouve pas la fantaisie, l'impact visuel des 7 nains originaux. On passe donc sur le dernier élément important, le prince. Bon, on a déjà dit pas mal de choses sur lui, c'est un personnage presque invisible dans le film original, il n'a aucune personnalité particulière, il est juste beau et il a l'air gentil. Donc s'il y avait bien un truc à changer dans ce film, c'était lui. Et ça n'a pas manqué, le Jonathan du remake, c'est certainement le meilleur ajout du film. Là où le prince n'apparaissait que pour 2 courtes scènes, Jonathan est bien plus présent tout au long du film. Ça donne le temps de développer son personnage et ainsi la romance avec Blanche-Neige est amenée de manière plus crédible. Maintenant pour le personnage en lui-même, on n'est pas sur une révolution non plus. C'est une sorte de Robin des Bois, il vole de la nourriture aux plus riches pour nourrir les plus pauvres. Et malgré qu'il soit un bandit, il a bien sûr les qualités attendues d'un héros classique, c'est un beau gosse courageux prêt à se sacrifier pour son amour. Donc assez logiquement, on peut dire que Jonathan a reçu un meilleur traitement que le prince du film original. Mais je trouve que Disney ne s'est pas beaucoup foulé non plus. Il est temps d'apporter la conclusion à cette analyse animation versus live action. On l'a vu, il y a du mieux, il y a du moins bon, mais au global, il apparaît assez clairement que le Blanche-Neige de 2025 n'est pas un meilleur film que celui de 1937. Les changements ne sont pas assez conséquents pour en faire un nouveau film, et les éléments qui ont respecté au mieux l'original ont quand même perdu certaines de ses qualités. Ce qui a été perdu aussi, c'est le ton très sombre que pouvait avoir le film d'animation. Le chasseur approchant lentement avec son couteau faisait vraiment peur, dans le remake, il n'y a aucune tension. La forêt dans laquelle Blanche-Neige prend la fuite était presque traumatisante, les branches qui se transformaient subtilement en mains crochues, les bois flottants se changeant en alligators, les visages terrifiants sur les arbres, la scène était 1000 fois plus impactante que la version de 2025. Ici, tout est trop éclairé et la vague lumière rouge qu'ils ont rajoutée fait très artificiel. En fait, on sent vraiment que la plupart des scènes ont été tournées en studio. On a un côté trop propre, trop parfait qui rend le film beaucoup moins immersif que l'animation. Et comme ils ont gommé la plupart des moments horrifiques, le film a perdu l'identité forte de l'original. Du coup, on se retrouve avec un conte de princesse assez banal, certes ancré dans notre époque moderne, mais sans vraiment de saveur. Ce que la nouvelle version a gagné en précision, elle l'a perdu en émotion.
Et même les nouvelles chansons et leurs chorégraphies ne sont pas assez spectaculaires pour devenir mémorables. Ma préférée c'est peut-être celle qui se déroule dans la mine. L'imagerie des pierres précieuses et le parcours du wagon donnent un côté attraction à Disneyland. Mais encore une fois, le rendu ultra réaliste empêche l'animation d'être poussée à l'extrême. Et c'est là la principale limite de faire un live action. Pour montrer un monde merveilleux avec des choses magiques et des personnages hauts en couleur, l'ultra réalisme n'est pas aussi adapté que l'animation. Et tenter de reproduire au mieux ce qui a déjà été fait, c'est essayer de faire rentrer un carré dans un rond. Et maintenant, il faut rappeler que ces deux films ont presque 100 ans d'écart. Il est clair que l'animation de 1937 a vieilli, mais elle a plutôt bien vieilli, parce qu'elle encapsule cette volonté de proposer quelque chose de nouveau. Blanche-Neige et les 7 nains, ça n'est pas le premier film d'animation, mais c'est sans aucun doute une étape importante dans l'évolution du cinéma. Là où on peut affirmer sans trop se mouiller que le Blanche-Neige de 2025 ne va pas laisser une grande empreinte dans l'histoire du cinéma. En bref, on est là sur un projet qui confirme que le plus récent des live-action n'égalera jamais la puissance et la beauté de la plus vieille des animations. J'espère que cette vidéo et ce nouveau format vous a plu, on tente des nouvelles choses. Je ne sais pas encore si j'en ferai un format récurrent, c'est à vous de me dire si vous trouvez ça intéressant ou pas. Si vous aimez l'animation et pas trop les live-action, vous êtes au bon endroit, vous pouvez vous abonner à cette chaîne et me suivre sur mes réseaux. Récemment, j'ai lancé un compte Spotify avec toutes les vidéos récentes, comme ça si vous voulez juste écouter les vidéos en audio, c'est maintenant possible. Vous cherchez sur Spotify, ça s'appelle CEO en podcast. Tout simplement. Pour rester dans le thème, je vous recommande cette vidéo dans laquelle j'analyse le phénomène des remakes en live action, comme ça permet de se pencher sur plein d'autres exemples, et sinon on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur ce, c'était CEO, ciao, à la prochaine.